Enregistrement en date du 26 décembre de l'année 2022. Donc, il va être question de plusieurs sujets. Je vais aller aujourd'hui dans plusieurs directions. Je vous avertis tout de suite. Ici, David au micro qui vous salue. Peu importe l'endroit dans le monde où vous m'écoutez présentement et à quel moment de l'année, parce qu'il y a des gens qui écoutent des enregistrements en rediffusion longtemps après qu'ils aient été créés, beaucoup plus tard. Et puis, dans un premier temps, je tiens à vous mentionner que si vous entendez des pleurs en arrière de moi, en fait, c'est ma petite fille. Naturellement, je vis avec elle et je n'ai pas de studio là, insonorisé plusieurs millions de dollars. Donc, ça se peut que vous l'entendiez en arrière-plan, mais n'ayez crainte. Pendant que je fais cet enregistrement, eh bien, ma compagne s'occupe d'elle. Et puis, elle va bien là. Sinon, là, depuis sa naissance, qui a eu cours il y a quelques jours, et puis moi, je me suis décidé à faire des enregistrements parce que là, je peux pas m'arrêter de vivre, et c'est sûr que là, je vis une espèce de, si on peut dire, d'initiation parentale, dans le sens que ça fait depuis quelques jours là, que je suis parent. Et l'un des tests initiatiques, c'est de voir si on est capable de rester calme en dépit des pleurs multiples de l'enfant qu'il peut avoir. Et pour l'instant, je vous dirais que je m'en tire bien. Je reste patient. Même chose pour ma compagne. Ça prend une capacité de résilience, d'adaptation, parce que c'est sûr que être dans une situation comme on le vit où le bébé ne fait pas nécessairement toutes ses nuits, il va se réveiller en pleurant. Donc, il y a des gens qui peuvent devenir très irritables là, par rapport à des situations comme ça. Et c'est sûr que ma curiosité, c'est de voir si je vais devenir irritable, impatient. Est-ce que ça va altérer ma psychologie ou je vais être capable de rester calme? Donc, ça travaille présentement ma résilience d'avoir composé avec un enfant qui, pour s'exprimer, va se mettre à pleurer. Et l'un des volets, en tant que nouveau père, qui m'a beaucoup impressionné, c'est la puissance pulmonaire que peut avoir un nouveau-né pour pleurer, s'exprimer. J'avais suivi il y a plusieurs années des cours de chant. Et le professeur que j'avais m'avait dit: un enfant là, naissant, là, ça n'a aucune inhibition. La projection de la voix là, que va faire l'enfant, elle est forte. Tandis que lui dit à l'âge adulte, souvent ce qui arrive, c'est que les gens ont été programmés par la société et ont été conditionnés. Souvent, les voix sont plus étouffées, etc. Mais la puissance dans la voix, un être humain l'a naturellement. Et plusieurs années après, je suis obligé d'en venir au même constat que lui, en voyant ma petite fille, là, elle est toute petite, elle pèse à peine quelques livres, et quand elle pleure, elle a de l'intensité. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'un être humain, sans avoir été conditionné par la société, voire castré, inhibé, a une très grande puissance. Et le problème, naturellement, c'est la programmation de masse qui fait en sorte que des êtres qui ont le potentiel d'être des lions se comportent comme des moutons parce qu'ils ont été manipulés, ils ont été dénaturés. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, je vais... en fait, en tant que parent, nouvellement, là, j'observe comment je me comporte. Et puis, pour l'instant, ça va bien. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, comme je vais aller dans plusieurs directions, dans un premier temps, il y a quelques jours, il y avait un des mes auditeurs là, avec lesquels j'ai échangé par courriel qui m'avait écrit pour me poser une question. Et comme je vis à mon rythme, j'ai décidé d'attendre avant de lui faire parvenir par courriel une réponse. Et là, j'ai décidé de faire un enregistrement audio où je vais aborder sa question, que je la trouvais quand même intéressante. Et puis,
c'est possible que ça puisse aussi intéresser d'autres personnes. Donc, sa question est la suivante. Si un taux vibratoire bas à l'échelle de Bovie équivaut à des interférences astrales importantes. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui utilisent la radiesthésie, qui utilisent le pendule avec une échelle qui a été développée et de Bovie, donc en Europe, entre autres. Et puis, par rapport à ça, il y a des mesures qui sont faites. Donc, on peut avoir un curseur sur papier, donc une forme demi-circulaire, un cadran, où on va mettre, par exemple, le pendule au milieu, puis le pendule, on va avoir l'intuition de pencher pour dire, bon, telle personne est, par exemple, à 30% de vitalité, 40, ou non, c'est plus vers 70, 80, ainsi de suite. Donc, des prises de mesure intuitives. Est-ce qu'un taux vibratoire bas qui est évalué par rapport à quelqu'un qui fait l'utilisation du pendule, ça va équivaloir à des interférences astrales importantes? Bien, c'est sûr que ça dépend parce que oui, il peut y avoir des médiums qui ont la capacité de percevoir les gens qui sont en perte d'énergie. Donc, des interférences astrales importantes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un qui est en perte d'énergie, qui a un niveau de vitalité qui est bas ou faible. Et c'est souvent associé à des états d'être. Donc, quelqu'un qui vit un état de très grande tristesse, qui est en dépression, c'est sûr que son taux vibratoire est beaucoup plus bas que, par exemple, l'enfant nouvellement né qui est en pleine exploration de ses capacités biologiques et de sa puissance pulmonaire. Donc, c'est très variable. Mais pour ce qui est d'utilisation de support physique, que ce soit l'utilisation d'un cadran pour évaluer le taux vibratoire. Il y en a qui vont utiliser, par exemple, des jeux de cartes de tarot. Donc, il y a différents instruments, l'antenne de l'échelle aussi. Toutes ces choses-là, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est l'individu qui utilise ça qui, de par sa sensibilité, son intuition, va retranscrire une perception à travers l'utilisation qui en fait de l'outil. L'outil est tout simplement le prétexte pour amener une extériorisation d'une perception vibratoire, intuitive, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, en réalité, quelqu'un peut percevoir certaines choses, mais si la personne est très voilée et est inconsciente de certaines choses, son niveau de conscience va teinter, sa subjectivité va teinter sa perception qu'elle va avoir de la réalité. Dans le fond, il y a un adage qui dit qu'un philosophe a déjà prononcé à l'effet que tout est reçu selon la forme du récipient. Et je trouve que ça s'applique particulièrement bien quand il est question des perceptions occultes à partir d'instruments, que ce soit jeu de cartes de tarot, antenne de l'échelle, ensuite différents types de cartes qu'il peut avoir. Il peut y avoir des jeux de cartes standards aussi, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que c'est l'individu qui perçoit les choses en fonction de son état d'être, surtout des outils qui sont très subjectifs puis liés à de la projection, qu'il va être capable d'intercepter ou non adéquatement la réalité. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si la personne est très spirituelle et a fait de la consultation, puis elle va invoquer les anges pour qu'ils lui guident dans des perceptions, c'est affilié psychiquement au plan spirituel. Oui, elle peut percevoir une partie de l'astral qui va être plus bas qu'elle. Par contre, elle n'aura peut-être pas la sensibilité, si elle n'est pas habituée de transiger avec l'énergie supramentale, de la prendre en considération, de composer avec elle, qui lui donnerait un état d'objectivité mentale plus grande que ce qu'elle a accès en composant avec des êtres de haute spiritualité qui se retrouvent sur des plans invisibles en parallèle à la réalité terrestre. Autrement dit, si la personne est habituée psychiquement à traiter strictement avec l'énergie astrale, oui, elle peut percevoir un différentiel énergétique quand l'énergie est un peu plus basse, mais elle compose à partir du mémoriel. Donc, on peut percevoir que du mémoriel de moins bonne qualité. C'est sûr que si le mémoriel est imprégné de peur et de tristesse, c'est moins vibrant qu'un mémoriel qui est imprégné de joie, comme le mémoriel qu'on peut
manifester dans le cadre d'un spectacle d'humour. Un humoriste va nous raconter une blague qui va amener à véhiculer un état de joie, un état de gaieté, faire sourire les gens. Donc, ce qui est un petit peu plus élevé que de être masochiste et de se sentir coupable comme étant des méchants pêcheurs, méchants pollueurs, et ainsi de suite. Donc, chaque élément a un niveau vibratoire. Par contre, si la personne n'est pas habituée de transiger avec l'énergie du supramental, bien, à ce moment-là, elle ne pourra pas prendre en considération son niveau de réalité, ce qui fait que son niveau de perception va être limité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui perçoit avec l'utilisation du pendule ou d'autres instruments pour traduire des perceptions psychiques ou vibratoires, ben, c'est tout le temps en fonction d'elle. Une personne peut avoir comme conviction que l'énergie de la peur est plus bas que de l'énergie de la tristesse. Ensuite, l'énergie de la colère est un petit peu plus élevée, puis que l'énergie la plus haute, c'est la joie. Et voir à travers la colère comme étant quelque chose qui abaisse l'individu. Oui, une colère à caractère émotionnel. Par contre, si la personne n'a pas la compréhension du concept de colère mentale, c'est-à-dire une colère qui amène une opposition créative par rapport à un élément dans l'optique de faire éclater une forme, puis de véhiculer une énergie à caractère supramental qui va participer à générer un vide créatif qui va amener un renouvellement psychique de la personne et une forme de dynamisation. Donc, si la personne n'a pas cette compréhension-là de la notion de colère, puis la personne voit tout simplement la colère comme étant quelque chose de retardataire sur le plan émotionnel, comme on peut dire la culpabilité ou la jalousie, la colère comme étant une forme à quelque part de péché pour l'ego. Si la personne a une compréhension limitée du phénomène de la colère, puis elle ne voit pas la fonction créative de la colère, bien à ce moment-là, à chaque fois que elle va percevoir de la colère, elle va dire non, ça c'est bas vibratoirement, alors qu'en réalité, la colère mentale, à ne pas confondre avec la colère émotionnelle ou la colère psychologique, donc la colère psychique peut amener l'individu à avoir accès à des informations à caractère créatif auxquelles il n'avait pas accès dans le passé et de connecter avec l'esprit pour intégrer une descente d'énergie qui le relie à sa dimension éthérique et qui va altérer son taux vibratoire et son niveau psychique. Donc, ça, c'est une fonction de la colère qui est voilée à beaucoup de personnes qui vont faire de la consultation, qui vont utiliser les jeux de cartes de tarot, qui vont utiliser le pendule ou d'autres outils en relation avec des perceptions psychiques. Or, si la personne ne perçoit pas la colère mentale ou le plan éthérique, bien à ce moment-là, elle est limitée dans sa perception, ce qui fait que ce qu'elle va donner accès à l'information aux gens qui le consultent, naturellement, va être restreint parce que la personne ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas accès ou partager ce qu'elle n'a pas accès en termes de perception. C'est tout à fait normal. Et pour percevoir au-delà du plan astral, il faut être capable de percevoir le plan mental et la perception du plan mental n'est pas donnée à tout le monde. Donc, c'est ça qui va limiter. Donc, tout ça pour vous dire que par rapport est-ce qu'il peut y avoir des interférences astrales naturellement? La personne peut interférer par du mémorial de différents niveaux par rapport à qu'est-ce qu'elle va évaluer en utilisant des pendules, ce qui fait en sorte que des fois je regarde des vidéos de gens qui utilisent le pendule, les jeux de cartes de tarot, etc. Souvent je ne les regarde pas longtemps parce que je trouve qu'il n'y a pas assez souvent de matériel créatif qui est véhiculé. Bon, il y a des nuances à faire, c'est du cas par cas, puis ça se peut qu'une personne, en effet, qui a une conscience très vibrante, elle va utiliser ça comme prétexte pour générer du matériel créatif. Oui, c'est possible, là, naturellement. On peut utiliser tout comme prétexte pour générer du matériel créatif, mais le point, c'est qu'une personne qui était capable de générer une vibration, la façon que j'en ai compris par rapport à tout ça, c'est que le symbole est secondaire. C'est juste un prétexte pour induire un état de transe qui nous rend disponible à l'esprit. Donc, autrement dit, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'avais étudié le jeu de cartes de tarot
Et je m'étais donné comme objectif, parce qu'il y avait 21 cartes par rapport au jeu de tarot de Marseille, d'étudier une carte par jour. Et là, j'avais un livre, puis là, je lisais la signification occulte des symboles, etc. Là, j'essaie de mémoriser ça. Mais en réalité, avec le recul, ce qui est important, c'est pas comprendre tout le détail, par exemple, d'une carte de tarot, que ce soit le fou, le battleur ou les autres. Mais c'est plutôt que de réaliser que c'est une façon, si on regarde la carte, d'induire un état de transe et par la suite, l'état de transe qu'on peut vivre va nous amener à répondre en fonction de l'individu qui est devant soi. Et l'état de transe peut attirer notre attention, notre esprit, si on peut dire, à certains éléments de la carte qui vont nous amener à communiquer certaines informations plutôt que d'autres. Donc, par rapport à certains aspects. Mais la carte, que ce soit un jeu de cartes de tarot ou carte de standard, peu importe, ça peut être un prétexte, mais éventuellement aussi l'individu peut travailler tout simplement en fonction de sa parole. Moi, je me suis départi il y a quelques années ou ça fait-tu un an? Mais en tout cas, ça fait un certain nombre de mois, j'avais un jeu de cartes de tarot. Il me semble que c'était au mois de décembre. Le temps passe tellement vite de l'année 2021, dans ce coin-là. Et non, je ne me suis pas procuré de jeu de cartes de tarot parce que je vise plutôt d'y aller. La méthode est très simple. Donc, l'état de transe peut être généré qui nous donne accès à une forme de savoir à travers un état de relaxation, inspiration, expiration, pardon. Et une des façons de procéder qui est très simple, c'est qu'on peut fermer les yeux, prendre une grande expiration et sur l'expiration, laisser aller quelque chose de créatif qui nous sert de l'intellect. Donc, quelqu'un peut être avec son jeu de cartes de tarot, puis il sort une carte, puis spontanément, qu'est-ce qui émerge en voyant la carte? Ça peut être une façon de faire, mais ça peut être tout simplement sans le support du jeu de cartes ou de l'antenne de l'échelle ou par la suite du pendule, extérioriser ce qu'elle a à extérioriser. Et c'est en exprimant spontanément qu'est-ce qui vient en nous que là, ça devient intéressant parce que ça nous permet d'aller au-delà de la dimension de programmation de nous autres intellectuels qui colorent. C'est sûr que même si on s'exprime spontanément, on utilise des mots pour verbaliser de l'information, donc ça peut être coloré d'intellect et c'est tout à fait naturel. Mais tout ça pour dire que par rapport à l'utilisation du pendule et les autres trucs, ben, c'est d'être capable d'en prendre puis d'en laisser naturellement. Et par rapport à toute personne qui fait de la consultation, etc., oui, je peux prendre en considération ce que la personne ce qu'elle dit, mais ultimement, c'est à moi-même de savoir c'est quoi qui est réel pour moi par rapport à quelque chose. Quelqu'un peut me donner une perception qu'elle a de certaines choses, mais ultimement, j'ai à voir et à savoir par rapport à moi-même. Puis naturellement, il y a plein de monde qui vont percevoir des choses puis qui vont être biaisés par leur subjectivité. Et c'est tout à fait normal parce que les voleurs de l'individu, ses croyances vont interférer sur ses perceptions. D'ailleurs, l'utilisation du vocabulaire va faire interférence sur la portée de l'énergie qui peut être véhiculée. Donc, parce que c'est un outil de codification. Les mots qu'on utilise sont en relation avec des formes qui nous lient à du mémoriel par rapport du passé, qui sont porteuses d'idéologies, qui vont colorer les éléments nouveaux qui pourraient vouloir se manifester à travers la parole ou nos perceptions. Sinon, en fait, aujourd'hui, je regardais par rapport à YouTube parce que j'ai plusieurs vidéos que j'ai mis au fil du temps, plusieurs centaines que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et il y a une personne qui me disait, c'est pas ce qui entre dans ta bouche qui va te souiller, mais ce qui sort de ta bouche. Il faut faire attention, là. Tu sais, à donner de l'importance à la pensée. Ben, c'est-à-dire que la nourriture a une incidence aussi. Là. Je veux dire, quelqu'un qui fume la cigarette en grande quantité, si la personne fume plusieurs paquets de cigarettes par jour, ça se peut qu'à un moment donné, elle développe des problèmes de santé. Il y en a qui vont développer des problèmes de cancer du poumon parce qu'ils fument beaucoup. Donc, la vision que j'ai de la réalité est toujours systémique, dans le sens que
le plan physique peut avoir une interférence sur nous, une incidence, mais nous autres, on peut avoir une incidence aussi sur le plan physique et vice-versa. Donc, j'ai une vision systémique de la réalité, dans le sens qu'il y a des gens qui vont dire que il suffit d'avoir des pensées qui sont ajustées, puis à la limite, quelqu'un pourrait absorber couramment une substance qui est cancérigène ou poison, puis qu'elle va rester en santé. Oui, la pensée peut avoir une incidence, mais ça peut être aussi... La personne peut avoir des très belles pensées, mais si la personne s'alimente de nourriture qui est toxique parce qu'elle est trop grasse, trop sucrée, ou elle boit trop d'alcool ou fume trop de cigarettes, ça peut avoir une incidence aussi. Donc, moi, je prends en considération les différents niveaux d'éléments qui font faire interférence sur le corps physique. Et quelqu'un qui veut s'avantager sur tous les plans, ben, il s'occupe de manger sainement tout en faisant une gestion saine de sa psyché. Donc, c'est sûr que si on part du principe ici que la pensée n'origine pas de l'ego, on ne secrète pas de la pensée avec notre ego, c'est-à-dire que notre ou si on le prend au niveau du cerveau, que les neurones ne sécrètent pas de la pensée, comme l'estomac sécrète des sucs digestifs. Donc, il y a une dimension par rapport à la pensée qui est occulte. Donc, quelqu'un peut vouloir nourrir de la pensée positive, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne peut être en santé, quoique ça a une incidence. Et la volonté de vivre a beaucoup d'incidence, à mon avis. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, puis la personne a fait ce qu'elle veut, là, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire, ben, à la limite, je vais manger quelque chose qui est toxique ou je me fous de la qualité de mon alimentation, mais j'ai des belles pensées, puis je vais être en santé, puis ce qui va jaillir de ma parole va être ajusté. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que ça peut être intelligent de prendre en considération différents niveaux d'influence et d'inter-influence. C'est-à-dire que la pensée a un niveau d'influence sur l'individu. D'ailleurs, c'est ce que démontrent les recherches qui ont été faites en lien avec l'effet placebo et la croyance qu'a l'individu envers lui-même. L'autosuggestion a beaucoup d'incidence, à mon avis, ce qui fait en sorte que des gens qui procèdent à de l'hypnose, ça a beaucoup d'impact pour plusieurs personnes. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais parler de ce que j'ai vécu. J'écoute souvent des enregistrements à caractère hypnotique avant d'aller dormir. Ça m'aide à me détendre. Donc, ça induit un état de détente. Donc, ça a une incidence pour moi. Et je sais que c'est la même chose pour plusieurs autres personnes. Puis sur YouTube, on voit croître là, beaucoup d'enregistrements d'hypnose pour favoriser le sommeil, la pensée créative, réduire l'anxiété, la gestion du stress, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'outils. Par rapport à ça, ça a une certaine utilité. Donc, ça peut être à prendre en considération. Mais par rapport à la volonté de vivre, je voulais en revenir à ça. Parce que moi, j'ai étudié plusieurs choses à plusieurs niveaux. Là, présentement, je suis beaucoup dans l'étude de ma vie familiale. D'un côté, j'ai une petite fille qui est née il y a à peine quelques jours et j'étudie mon rapport avec elle. Et en même temps, ben, j'ai ma grand-mère présentement qui est âgée de 99 ans. Et c'est sûr qu'elle, j'étudie aussi comment elle se comporte par rapport à la maladie. Donc, récemment, elle a attrapé la grippe. Mais j'ai l'impression qu'elle était tellement contente d'apprendre que, dans le fond, parce que j'ai eu une fille récemment et qu'elle est née, elle est en santé, donc elle est très joyeuse. Et comme ma grand-mère, naturellement, elle a envie de rencontrer éventuellement ma fille, j'ai l'impression que ça lui donne une raison de vivre. Et que ce qui a beaucoup d'impact par rapport à pourquoi que les gens vont vivre ou continuer à vivre, la longévité, c'est naturellement le rapport avec les autres qui est porteur de sens. Donc, une dimension relationnelle qu'a les êtres humains et que c'est à travers la relation que le sens de la vie que la personne peut donner, là, subjectivement, là, va se construire. Donc, c'est sûr que ça peut paraître particulier, mais moi, j'ai l'impression que il y a quelques jours, en fait, ma grand-mère, c'est ça, elle a attrapé la grippe, hein, à 99 ans. C'est sûr que
et est un peu plus fragilisée que des gens qui sont plus jeunes là, pour faire face à la grippe. Mais elle a passé au travers et elle a la volonté de vivre. Parce que quand elle a eu la grippe, ce qui est arrivé, c'est qu'ici au Québec, où ce qu'on vit, est en résidence de personnes âgées. Donc, elle s'est fait offrir de mourir dans la dignité, donc l'euthanasie, qui est légalisée ici au Québec. Et il y avait des gens du corps médical qui ont été la voir, qui lui ont proposé ça. Ça m'a été rapporté là, récemment, mais elle a refusé. Et moi, j'ai l'impression que comme elle veut voir éventuellement en personne ma fille, même chose pour mon frère qui est censé aussi avoir une fille, que ça participe à lui donner un sens à sa vie et à quelque part la motiver à continuer de vivre. Et puis, donc, ma mère, elle discute beaucoup avec ma grand-mère, puis elle est très enthousiaste, naturellement, par rapport au fait là, que j'ai un enfant qui est né récemment. Et puis, c'est sûr qu'on lui a montré son image là, sur photographie. Et puis, donc, ça lui donne de la joie de vivre, elle a du sourire, là, de voir que j'ai un enfant. Puis, donc, moi, j'ai l'impression que ça participe, tout ça, là, l'idée que j'ai une fille qui peut-être éventuellement elle pourra la rencontrer, à quelque part lui donner un sens à sa vie présente, puis faire en sorte qu'elle continue de vivre à ce niveau-là. Et peut-être même que la photo de ma petite fille, parce qu'on lui a... En fait, ma mère lui a partagé une photographie qu'elle a encadrée, là, qu'elle a mis dans sa chambre là, de ma petite fille. C'est comme, j'ai l'impression, peut-être même à la limite, une forme de support thérapeutique qui a participé là, à la sortie de la grippe et d'avoir une raison de retrouver la santé à ce point-là. Un peu comme autrefois, il y avait des gens qui avaient leurs photos du Dalai Lama ou des photos de saints ou même le pape Jean-Paul II. D'ailleurs, elle, dans sa chambre, elle a la photo du pape Jean-Paul II qu'elle a eue. Et dans les papes au niveau du monde de la chrétienté, du catholicisme, c'est sûr que je trouve aussi que c'est un beau pape, pape Jean-Paul II. Ratzinger, là, je le trouvais moins beau. Là, le pape François actuel est quand même beau dans la vibration qu'il dégage. Ma grand-mère, c'est une personne très religieuse. C'est sûr qu'elle m'a imprégné de la religion catholique là, quand j'étais jeune. Et j'ai l'impression que sa croyance en Dieu était aussi quelque chose qui est vecteur de sens pour elle. Elle prie beaucoup, elle prie pour moi, elle prie pour les gens de ma famille. Et puis, c'est quelque chose sans doute qui la favorise par rapport à la santé. Et je réalisais, parce que dans les derniers jours, j'ai d'ailleurs fait un enregistrement sur YouTube où je partageais le fruit de mes recherches de matière autodidacte en matière d'astrophysique que j'ai faites dans les dernières semaines par rapport à l'origine de l'univers, l'origine du Soleil, l'origine de la vie sur Terre et également là, des différentes formes de vie. Là. Donc, j'avais écouté un documentaire par rapport à ça et puis j'ai étudié des choses assez complexes aussi, là, que ce soit la physique quantique là, auquel j'ai accordé de l'importance là, par rapport aux travaux de Nassim Haramein que vous avez sur YouTube. Ensuite, il y a Philippe Guillemet qui a fait des travaux en lien avec la physique quantique. Et ensuite, il y a Frank Athem et Raoul Athem, donc son père, qui ont fait des travaux aussi. Il y a beaucoup de matériel par rapport à ça. J'essaie de comprendre l'essence de la réalité. Mais si on prend juste, sans aller dans des interprétations métaphysiques ou qui font de l'extrapolation de la physique, si on prend juste le documentaire que j'ai écouté à Our Universe sur Netflix, où on cherche à nous expliquer la réalité, on va nous expliquer très bien que, bon, il y a à peu près 13,8 milliards d'années, il y a eu le Big Bang, par la suite, avec la force gravitationnelle, se sont formés les soleils, les planètes, ainsi de suite, mais
ça explique pas qu'est-ce qui a amené, par exemple, à ce qu'il y ait un Big Bang à un moment donné plutôt qu'à un autre. Pourquoi 13,8 milliards d'années? Pourquoi pas 16 milliards? Pourquoi pas 20 milliards ou 12 milliards ou 6 milliards? Là, on va dire, ah ben là, c'est des discussions qu'on fait par rapport à des observations, par rapport à des particules alimentaires ou élémentaires, pardon, ou par rapport, quand on regarde avec des satellites l'univers, la dispersion qui court, on fait des approximations. Ouais, mais c'est comme l'origine de l'atome. L'atome qui, si on prend des atomes d'hydrogène qui vont se fusionner ensemble, qui vont générer de la chaleur et qui vont générer de la lumière à travers le processus de fusion. Donc, on peut comprendre d'une manière très mécanique qu'est-ce qui se passe dans le Soleil en tant que réacteur nucléaire. Puis ça peut être intéressant d'avoir cette compréhension-là technique. Par contre, ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce qui a fait qu'il y a des atomes qui sont venus exister. Donc, ça ne nous donne pas nécessairement la genèse de l'atome. Puis si on trouve la genèse de l'atome, puis on se rend compte que derrière les atomes, au niveau subatomique, tu as des protons et tu as des neutrons. Là, ensuite, on peut creuser. Il y a des quarks, il y a le boson de Higgs. Puis probablement qu'en dessous du boson de Higgs, on va trouver d'autres particules élémentaires encore plus fines. Puis c'est à l'infini. Fait que la science actuelle, la science conventionnelle nous donne un éclairage de réalité partielle. Puis finalement, un peu comme ma grand-mère qui croit en Dieu, moi je suis de l'avis qu'une conscience universelle qui existe, qui va orienter la réalité. Et qu'à quelque part, on est tous liés à différents niveaux, comme le démontre la conscience quantique. Ou quelqu'un qui était dans le domaine de la chrétienté va dire que Dieu est partout. Au niveau de la physique quantique, on va dire que le champ quantique est partout, où toutes les potentialités sont là. Donc, il y a certains parallèles à certains niveaux qui peuvent se faire. Mais tout ça pour dire que finalement, avoir une compréhension très pointue ou précise de certains phénomènes physiques, dans un certain sens, ça les démystifie, mais finalement, pour avoir les causes, on est toujours obligé de toucher à sortir de l'intellect pour toucher à des dimensions plus de la croyance ou de l'intuition en relation avec la métaphysique. On en revient toujours à ça. La physique en tant que telle, en termes de science, va expliquer certains paramètres par rapport à la cosmogenèse, mais elle ne pourra pas expliquer... il y a certains éléments que naturellement l'intellect ne peut pas appréhender, ça n'explique pas tout. Fait que finalement, dans le passé, avec le petit catéchisme, les croyances religieuses, la Bible, ce qui est enseigné aux gens, c'est que la réalité a été... la réalité, c'est-à-dire le monde a été créé en 7 jours et avec l'apparition successive des espèces. Puis aujourd'hui, on a, avec les recherches scientifiques, une compréhension plus pointue, mais on n'a pas nécessairement le principe premier. On peut avoir une compréhension, par exemple, qu'à un moment donné, il y a un Big Bang, puis là, il y a eu la dispersion d'éléments matériels, puis la création de systèmes solaires, de galaxies, puis éventuellement là, de la vie sur la Terre, mais on va nous dire, après ça, il va y avoir des trous noirs, ils vont englober ça, mais on n'a pas derrière ça une explication. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le Big Bang est arrivé à un moment donné plus qu'à un autre moment donné, puis c'est quoi la force qui est derrière ça? Donc, l'élan fondamental qui est derrière ça, on peut avoir une compréhension pointue de certains processus chimiques, mais on n'aura jamais, à quelque part, la réalité fondamentale sera toujours au-delà de notre intellect, en dépit du fait que on peut avoir des explications de plus en plus complexes, sophistiquées par rapport à la réalité. Ça peut être intéressant de s'y attarder un peu, mais tout ça, ça a ses limites là, naturellement. Et à mon avis, il y a des facteurs comme la volonté de vivre par rapport à ma grand-mère. Là, c'est sûr, je faisais référence à ma petite fille que j'ai pris en photo, mais je ne suis pas intéressé présentement là, sur YouTube de partager de photos d'elle là, en lien avec mes vidéos où je parle de conscience. Je préfère ça garder privé.
Puis, si un jour elle veut parler de conscience, ma fille, puis apparaître en vidéo, ben elle le fera. Mais pour l'instant, non, je préfère garder ça discret. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le domaine de la conscience, c'est une jungle, là. Parce que sur Internet, il y a toutes sortes d'informations qui sont véhiculées, ça va dans toutes les directions. Il y a des chicanes de chapelle théoriques. Et c'est pas nécessairement tout le temps agréable ou évident. Mais l'essentiel, c'est toujours qu'est-ce que la personne peut vivre par rapport à elle-même. Moi, je m'intéresse à mon vécu, j'étudie le vécu des autres, puis l'incidence de qu'est-ce qui donne de l'importance, qui est vecteur de sens pour eux, qui fait en sorte que ces gens-là vont continuer à vivre. Donc, ma grand-mère, c'est sûr qu'elle veut sans doute rencontrer éventuellement ma fille, et là, c'est sûr que je ne l'amènerai pas dans les prochains jours, naturellement, mais ma fille dans une résidence de personnes âgées, étant donné que c'est un fort facteur là, d'exposition à des virus. C'est sûr que tôt ou tard, elle aura, je ne serai pas toujours là pour, comme on dit, la protéger, puis à un moment donné, elle aura été exposée à des virus, mais peut-être progressivement. Puis ça, c'est un autre aspect que je voulais aborder, c'est que dans la vie, on peut avoir certains idéaux, mais en réalité, entre la théorie et la pratique, c'est deux choses. Donc, c'est sûr que puis quand on élève un enfant, ben, il y a moi, il y a ma compagne, on a chacun nos valeurs, on a chacun qu'est-ce qu'on veut inculquer, puis moi, j'ai à prendre en considération aussi sa perspective à elle par rapport à que ce soit l'exposition des proches, parce que là, au Québec, au moment où je fais cette capsule vidéo, apparemment, les urgences sont bondées d'enfants malades régulièrement dans les bulletins de nouvelles, des questions, là, qu'il y a plein d'enfants qui sont malades et d'éviter à ce moment-là les contacts sociaux qui ne sont pas nécessaires, comme des réunions en famille pour Noël et le jour de l'an. Donc, après 2 ans où il n'y a pas eu des temps des fêtes normaux dans ma vie, là, c'en a un autre où je suis plus dans une dynamique de l'évitement. Par rapport à fêter Noël, l'exposition au virus, parce qu'on ne contrôle pas tout. On peut avoir des bonnes intentions et c'est sûr qu'il y a des dimensions de nous autres qui nous échappent dans la vie, bien qu'on peut chercher à orienter l'énergie, puis dans certains cas, oui, ça va donner des résultats dans le sens que des gens qui vont des guérisons surprenantes en utilisant leur volonté d'être en santé. Et par contre, l'histoire de la volonté d'être en santé, c'est sûr que, à mon avis, puis la compréhension que j'ai au fil des ans, c'est que c'est l'individu concerné qui va avoir un impact primordial sur sa vie. Donc, si quelqu'un, par exemple, consulte parce que la personne est malade, bon, ben si la personne, sincèrement, dans le fin fond d'elle-même, elle veut guérir, bon, ben à ce moment-là, ça va l'avantager. Ça va faire en sorte que si elle prend des médicaments ou un remède, ça risque d'augmenter, ça risque de favoriser l'efficacité si elle est collaborative et qu'elle veut, à quelque part, guérir. Donc, la volonté de vivre a beaucoup d'impact. Et il y a quelques mois, en fait, j'avais un chat qui était naturellement là, très malade. Là. Il y avait une tumeur et la tumeur, à un moment donné, ce qui est arrivé en poussant, ben, il y a un endroit où la peau s'est comme détachée. Il y avait du sang qui coulait par rapport à mon chat qui était âgé. J'ai voulu, dans le fond, favoriser son processus d'auto-guérison, de visualiser en santé. J'avais rien à perdre. Mais le point, c'est que lui, dans sa subjectivité, est-ce qu'il voulait guérir? Ça, c'est un autre aspect. Et c'est un petit peu le même principe qui peut s'appliquer par rapport à des enfants. On peut vouloir que notre enfant soit en santé et heureux, mais lui, dans le fin fond de lui-même, qu'est-ce qu'il en est? Donc, ça nous ramène à la dimension individuelle. Donc, c'est sûr que moi, présentement, j'ai une jeune fille, je veux qu'elle soit en santé, qu'elle soit heureuse et que tout aille bien pour son développement qu'elle connaît présentement. Ça, c'est au niveau de mon intentionnalité. Par contre, qu'est-ce qui va advenir? On verra bien là, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Mais par rapport à la question de la visualisation créative ou de la bénédiction, est-ce que j'ai recours à ça? Certainement. Pourquoi? Ben, parce que la subjectivité a un impact sur ma vie. L'autosuggestion que je peux faire par rapport à moi-même a une incidence. Donc, c'est sûr que je regarde des titres d'enregistrement en lien, entre autres, avec l'hypnose, parce que j'en écoute plusieurs. Vous en avez d'ailleurs plein là, de gratuits là, si vous allez sur YouTube, là, des enregistrements d'hypnose. Bon, ben, des fois, il va y avoir des titres qui vont dire enregistrement d'hypnose très puissante. Ou tu sais, je m'intéresse aussi à trans chamanique très puissante. Pourquoi? Ben, l'idée que c'est très puissant, l'enregistrement, induit qu'il fonctionne dans l'esprit de la personne qui va l'écouter. Donc, ça induit un résultat. Et est-ce que ça marche? Ben, si la personne y croit, oui. Donc, en lien avec le rituel. Donc, si le titre c'est marqué hypnose très puissante, puis on croit que c'est plus puissant qu'un enregistrement d'hypnose standard, parce qu'à ce moment-là, si on est plus suggestionnable par le titre, en lui donnant de l'importance, puis on croit qu'une efficacité, ben on peut générer soi-même une forme d'efficacité par notre subjectivité. Vous voyez, les mots nous conditionnent. Les mots sont des éléments qui servent à coder l'énergie, à coder la réalité qu'on perçoit. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle, à présent, je veux procéder à une session de bénédiction. Donc, s'il y en a que ça intéresse, eh bien, vous êtes les bienvenus pour suivre l'écoute de cet enregistrement où j'ai amené des propos là, dans plusieurs directions. Et donc, tout d'abord, en cette période de festivité, du temps des fêtes, eh bien, je vais bénir ma santé. Étant donné qu'il y a plusieurs virus qui circulent au sein de la population, entre autres ici au Québec, je bénis ma sérénité. Je bénis ma capacité à vivre dans l'état de calme, d'être capable de jouir d'un bonheur sans raison que je me permets de faire jaillir en moi-même. Je bénis ma stabilité psychique pour être capable d'être assez vaste pour accueillir une variété d'informations dans plusieurs secteurs de la science, que ce soit l'astrophysique, la chimie, la biologie, psychologie ou autre. Je bénis ma capacité à avoir un sommeil réparateur. Donc, c'est sûr que je fais en particulier cette bénédiction dans cette période où mon enfant est encore est encore en bas âge. Donc, elle va boire à plusieurs moments de la journée, puis elle se met à pleurer. Ça peut survenir à tout moment. Et comme pour éviter la mort subite du nourrisson, ben, mon enfant couche dans la même chambre que ma compagne et moi. Ben là, nous autres, on est exposés directement à ses pleurs. On est aux premières loges, on est dans la même pièce qu'elle. C'est pas comme si elle était dans une autre chambre, là, éloignée. Donc, je bénis naturellement le sommeil réparateur de mon enfant. Je bénis sa capacité de se synchroniser sans délai avec l'horloge biologique qui se rapporte à la fluctuation de la nuit et du jour, de manière à ce que la nuit, elle dorme. Et que son sommeil aussi, comme je le disais, soit réparateur comme nous autres, propice à sa croissance, sa santé. Ensuite, je bénis naturellement ma capacité de rester calme face aux pleurs du bébé qui peuvent survenir à n'importe quel moment de journée. Je bénis ma stabilité de mon système nerveux. Je bénis ma capacité à encaisser les chocs du quotidien. Je bénis ensuite l'intelligence créative pour qu'elle continue de croître en moi, de manière à me donner des sujets intéressants abordés dans le cadre de mes capsules audio, que je puisse me renouveler. Ça fait quand même plusieurs centaines d'enregistrements que je fais au fil des ans.
Donc, à un moment donné, bien, c'est intéressant de se renouveler ou d'aborder des nouveaux sujets. Je bénis par la suite ma capacité à aimer, d'être capable de vivre dans un état où je vais être heureux pour rien. Être capable de m'émerveiller de la vie comme un enfant qui découvre ses doigts en bougeant de la main. Donc, être dans l'esprit du jeu, des vacances de l'esprit, de la relaxation. Je bénis bien entendu l'accès à l'abondance de l'infini et avoir la vigilance d'esprit pour cerner les opportunités d'affaires qui peuvent se présenter à moi. Des opportunités en fait sur tous les plans. Ça peut être des opportunités d'économiser, entre autres. Par la suite, en fait, ce que j'avais à dire, ce que je constate au fil du temps, ce qui m'apporte un état de paix, ben, c'est de regarder des gens qui sont en paix. Et en dépit de leur contexte idéologique ou religieux, dans le sens que la grand-mère maternelle auquel je fais allusion, qui est âgée de 99 ans tantôt, c'est une personne qui a une certaine pureté du cœur, dans le sens un peu comme les saints. Elle n'a aucune malice, elle ne cherche pas à nuire aux autres et ça paraît dans ce qu'elle dégage. Et j'ai un cousin qui est moine bouddhiste et il est un petit peu dans la même optique. Et c'est sûr que ce type de vibration, des gens qui sont consacrés à véhiculer à leur niveau une certaine forme d'amour, une très grande beauté derrière ça. Donc, pour moi, c'est la capacité de véhiculer l'amour dans un sens, entre autres, humain, avec un grand H, un caractère fraternel à travers des propos. C'est ça qui est nourricier. Donc, et c'est dans cet esprit-là que, entre autres, je vais utiliser ma volonté pour commander au plan de la lumière de nous donner accès à l'intelligence pour nous comprendre, nous permettre de comprendre avec plus de précision les oppositions qu'on peut vivre dans notre vie et leurs fonctions. Comprendre leur rôle dans notre existence et aussi leur commander d'alléger les souffrances humaines pour amener des réajustements créatifs qui vont faire que par la suite, on va être capable d'intégrer de l'information sans avoir à souffrir autant. Parce qu'à un moment donné, la souffrance humaine a ses limites. Donc, et c'est sûr que quand on bénit, par exemple, quelqu'un qui va bénir sa santé, ben, à quelque part, il induit l'idée dans sa psyché de la santé. Donc, quelqu'un qui va faire de la prière, un peu comme ma grand-mère, un peu à l'image d'une religieuse. Ma grand-mère a prié plusieurs fois par jour. Ben, qu'est-ce qu'elle fait quand elle prie? C'est appris pour que ça aille bien pour moi, pour ma petite fille qui vient d'être née, qu'on soit dans la santé. Ben, elle induit l'idée de la santé en elle. Elle induit l'idée de l'amour. Donc, elle vient à une certaine forme d'échelle. Donc, à ce moment-là, quand on comprend ça, on peut induire l'idée. Parce que si quelque chose nous revient, ben, ça peut être intéressant que ce soit quelque chose de beau. Tu sais, si quelqu'un souhaite qu'une autre personne soit en paix puis pacifiée, ben, quelque part, si la paix qu'elle souhaite lui revient, elle va être encore plus en paix. Donc, si quelqu'un souhaite, là, je vais le faire, de l'intelligence à nos dirigeants pour la nouvelle année 2023, que ce soit Emmanuel Macron en France, François Legault ou Zelensky en Ukraine. Donc, on peut leur souhaiter qu'ils aient accès à l'intelligence universelle qui va faire en sorte qu'ils vont donner place à des politiques qui vont être dans le respect de l'individu. On peut souhaiter ça. Est-ce que ça va arriver? On verra parce que les politiciens sont des individus qui sont au carrefour d'influences multiples. Donc, quelqu'un peut souhaiter ça.
Mais s'il n'y a pas une masse critique qui souhaite ça simultanément, ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine ou Zelensky en Ukraine vont s'entendre et vont vivre main dans la main et vont boire ensemble de la bière en regardant un match de foot. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dans l'amitié. Parce qu'il y a un carrefour d'incidences multiples. On peut faire des choix pour le collectif, que l'humanité s'éveille, que l'humanité accède à des nouvelles technologies, que l'humanité soit capable de composer intelligemment avec ce que certains appellent les frères de l'espace ou les grandes sœurs. Façon de parler. Tant que l'être humain n'a pas reconnu sa grandeur en lui, il peut s'imaginer que les êtres qui viennent du cosmos sont plus grands que lui. Mais en réalité, lorsque l'être humain a réalisé sa conscience et qu'il est global individué, c'est-à-dire qu'il a reconnu l'infini en lui, il ne se laissera pas intimider par des êtres à caractère cosmique qu'il perçoit comme étant plus grands et qui va le mettre sur un piédestal. Donc, il n'en fera pas des dieux. Donc, quelqu'un qui reconnaît l'infini en lui, en plus de le reconnaître en autrui, il y a un équilibrage énergétique qui peut se faire à ce moment-là. Donc, au lieu de se reconnaître comme étant limité, puis l'autre est infini, non. L'être humain nouveau qui aura la capacité de transiger intelligemment avec les êtres du cosmos aura d'abord réalisé le cosmos en lui, ce que André Moreau appelait le cosmos intérieur. Donc, il sera un astronaute ou un cosmonaute. Cosmonaute, c'est plus approprié, c'est plus vaste qu'astronaute qui fait penser au mot astral. Donc, il sera un cosmonaute de l'espace interne de la psyché univers. Et si on met cette compréhension en relation avec la physique quantique, on pourrait dire que l'être humain nouveau sera un explorateur aguerri de l'espace de probabilité qui existe sur des plans extrêmement petits, c'est-à-dire en dessous de l'atome, des plans subatomiques où il n'y a que des potentialités et qu'il y a beaucoup de fluctuations là, qui s'opèrent. Là. Donc, dans le non manifeste qui comporte les voies d'expression de ce qu'on peut percevoir sur le plan physique comme étant manifeste. Donc, tout ça pour dire que sinon, dans ma vie, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait d'enregistrement. J'avais revu récemment en ligne un enregistrement de Berthold que, en fait, je l'avais interviewé lors de l'année 2017 par rapport à l'observation du réel. Je l'ai remis en ligne, entre autres, parce que ça a été une entrevue mémorable que j'ai faite avec lui. Et là, comme il y a des nouvelles personnes qui, depuis 5 ans, parce que ça date quand même de 5 ans, on est en 2022, qui découvrent ma chaîne YouTube, ça donne la chance aux gens de connaître cette vidéo qui, à mon avis, a été l'une des meilleures que j'ai faites avec lui. Parce qu'on a abordé vraiment des concepts fondamentaux en lien avec la conscience et le principe d'observer le réel. Donc, être disponible, être présent. Et la présence nous donne accès à des perceptions que la conscience réflexive, analytique, intellectuelle, ne nous donne pas accès car étant limitée, tandis que la présence qu'on a en tant qu'être global est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut appréhender avec l'intellect, parce que la présence autrui dans sa dimension intuitive nous donne accès à des données extra-intellectuelles. Donc, c'est beaucoup plus riche en termes d'informations, naturellement, pour appréhender la réalité. Et aussi appréhender la réalité avec l'intellect, comme je le disais tantôt, on peut faire des efforts herculéens. Moi, j'ai consacré une certaine quantité d'énergie dans les dernières semaines pour essayer de comprendre la nature de la réalité par rapport à des connaissances astrophysiques, mais en réalité, ça nous donne une compréhension de surface de certains phénomènes par rapport à la création de l'origine de la vie. Mais il y aura toujours une dimension qui est au-delà du physique qui nous échappe. Donc, sans doute qu'il y aura des documentaires encore plus sophistiqués que celui que j'ai écouté là, de notre univers qui vont sortir dans les prochaines années, qui vont élargir notre compréhension. Mais il y aura toujours quelque chose au-delà du physique. Ce qui fait que je vais probablement continuer à vous parler de la métaphysique. Parce que
c'est quelque chose qui est intéressant à aborder parce que si on veut comprendre l'essence du réel en profondeur, on est obligé d'aller au-delà de notre compréhension de la dimension physique qui est limitative. Et puis en même temps, ben, juste appréhender la réalité, le monde sur le plan physique, c'est ennuyeux et c'est plate dans le sens que on perd la richesse du réel, là. Donc, voir les choses comme étant des phénomènes strictement physiques, on peut avoir une compréhension de l'être humain comme étant une espèce d'automate biologique, une espèce de robot biologique avec une compréhension de l'être humain que c'est les neurones qui sécrètent la pensée, puis c'est extrêmement limitatif. Et si on élargit un petit peu au niveau de la physique quantique, ben là, à ce moment-là, la pensée est comme partout, puis on est séparé de rien et avec l'intrication quantique, et par-delà du temps et de l'espace, il y a de l'information qui est véhiculée. Donc, c'est une compréhension beaucoup plus vaste, beaucoup plus enrichissante de la réalité, parce que ce que ça nous amène à réaliser, c'est qu'il n'y a pas de séparation absolue entre le passé, le présent et le futur. Tout se déroule maintenant à quelque part dans l'absolu. Et la physique quantique s'est développée après la physique classique. Ça fait à peu près 100 ans qu'elle existe et elle est encore très peu intégrée dans la société. Et pour ce qui est de l'instruction supramentale qui vient après la physique quantique, ben là, cette instruction-là est encore moins intégrée. Et ça va prendre du temps avant que ça s'intègre dans le collectif, mais chaque chose en son temps. Moi, je suis quelqu'un de patient. Et probablement que je parlerai encore là, de conscience supramentale dans plusieurs enregistrements où je vais peut-être revéhiculer là, certaines vidéos que j'ai faites un peu plus tard. Parce que, à quelque part, c'est bien qu'il y ait, à quelque part, la diffusion qui se fasse à ce sujet pour que, à quelque part, il y a éventuellement, ben là, chaque chose en son temps, là, c'est pas moi qui va changer le monde, mais éventuellement que le monde soit plus ajusté par rapport à certaines idées qui vont amener à rehausser le niveau vibratoire, mais chaque chose en son temps. On va s'occuper de soi, parce que si mon bonheur dépend de l'ajustement du collectif, je risque d'être malheureux longtemps. Fait que je vais me mêler de mes affaires, puis en même temps, ben, ça m'empêche de ne pas sombrer dans le jeu du sauveur, le piège du sauveur. Parce que si on veut sauver le monde, ben, à quelque part, à ce moment-là, on crée une dynamique où on voit le monde comme étant une victime de son ignorance. Et en faisant ça, ben, à ce moment-là, ça nous amène à avoir une certaine forme d'orgueil dans certains cas en disant « Ah, c'est moi qui ai la vérité, les autres sont dans le champ. Et c'est moi qui ai la solution au problème. » Alors que c'est peut-être pas nécessairement le cas. Donc, je vais être sage, je vais m'occuper de vivre les solutions pour moi-même ou les compréhensions par moi-même. Bon, des fois, je partage certaines choses dans mes enregistrements. Bon, s'il y a des gens qui s'intéressent, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, naturellement, vous pouvez écouter autre chose. Et là-dessus, bien, écoutez, je vais conclure là, dans les prochaines minutes cet enregistrement. Ça fait presque 1 heure que je parle. Et des fois, je fais des constats particuliers dans ma vie, comme par exemple, récemment, j'ai réalisé que jouer à des jeux vidéo, ça ne me remplit pas autant que de faire des exercices de respiration. Donc, la respiration alternée d'une narine à l'autre, là, où on inspire, expire. Donc, Nadi Shodhana, en termes techniques, vous pratiquez la cohérence cardiaque, où on inspire 5 secondes, puis on expire 5 secondes avec des mouvements de yoga. Donc, faire des exercices de respiration, de yoga, des exercices physiques, push-up, redressement assis. Ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction que de jouer à des jeux vidéo. Même chose pour la réalisation d'un enregistrement audio. J'ai essayé de jouer à des jeux vidéo dans les derniers temps, puis non, ça ne m'apporte pas autant de plaisir ou de satisfaction. Pourtant, ça coûte plus cher. On s'entend entre prendre des respirations puis de jouer à des jeux vidéo. Donc là, c'est sûr que ce qui coûte de l'argent, ben, c'est d'acheter des consoles. Mais bon, si on joue sur Internet, c'est moins sur le web, là, des jeux en ligne, c'est moins pire, mais encore là. Souvent, ce que j'en viens à des conclusions, c'est que les choses qui ont le plus d'importance sont souvent gratuites, comme la capacité de s'émerveiller. Quelqu'un pourrait avoir accès à une console de jeu très sophistiquée avec un écran en 4K ou en 8K avec une très grande définition des détails des personnages.
Mais si la personne ne s'aime pas et elle n'est pas capable d'avoir du plaisir de vie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'être douce envers elle-même ou bienveillante, bien, elle va jouer à des jeux vidéo qui ne lui apporteront jamais un état de paix de l'esprit. Donc, c'est à la personne de cultiver elle-même les états d'être qu'elle veut connaître. Et le bonheur est facile. Le bonheur peut être déployé ici maintenant. C'est un acte de volonté. Il suffit de le vouloir. Bien entendu, il y a des conditions de vie qui sont plus propices à ça que d'autres. C'est sûr, si la personne est au milieu d'une attaque qui est faite en Ukraine entre les forces russes et les forces ukrainiennes et que des missiles vont passer proche d'elle dans les airs, c'est sûr que c'est peut-être moins propice au bonheur, mais à ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce que la personne fait là? Parce que je pars du principe que, à quelque part, nos vies, nos destins sont en relation avec un égrégore d'énergie invisible, ce que certains vont appeler la matrice ou d'autres le champ quantique, qui va coordonner les destinées des individus en fonction de leur taux vibratoire. Donc, si la personne est en Ukraine et dans un lieu qui est en train de se faire bombarder avec une attaque aérienne qui est dirigée par drone, ben, il y a des raisons, c'est pas lié au hasard. Il y a des raisons aussi pourquoi je vous parle, puis je suis du Québec. Je ne suis pas au Congo présentement, je ne suis pas en Afghanistan. Il y a des raisons derrière ça. Pour moi, la réalité, c'est un enchevêtrement. J'ai une vision, comme je l'expliquais d'entrée de jeu, systémique de la réalité, où est-ce qu'il y a des raisons à la fois physiques, il peut y avoir des mécanismes biologiques. Prenons par exemple le fonctionnement de notre soleil qui nous donne la lumière. Bon, on peut dire que c'est des atomes qui vont s'entrechoquer entre eux en relation avec l'action de la force gravitationnelle. Qui va faire en sorte qu'à force de s'entrechoquer, à un moment donné, il y en a qui vont fusionner. Et en fusionnant, ça dégage de l'énergie et qui va donner de la lumière. Oui, il y a des réactions physiques comme ça ou des réactions météorologiques qui font en sorte que certains événements qui vont se produire à un endroit plutôt que d'autres. Sauf qu'il y a aussi des réactions à caractère psychique. Donc, il y a des climats psychiques dans certains lieux qui ont certains individus qui le nourrissent, qui vont faire en sorte que il va y avoir des phénomènes qui ne se retrouveront pas ailleurs. Comme nous autres au Québec, quand les gens sont joyeux, là, à Montréal, lorsque, par exemple, l'équipe de hockey des Canadiens vont gagner une partie de hockey, ça se peut que la foule soit tellement joyeuse qu'on va dire qu'il y a des débordements de joie, mais en même temps, je trouve ça un petit peu absurde. Il y a des gens qui vont casser des vitrines puis qui ils vont renverser, ils vont retourner des automobiles. Donc, si l'équipe de hockey gagne une partie, par exemple, par rapport aux éliminatoires ou voire même la Coupe Stanley, ça se peut qu'il y ait du grabuge qui soit fait. Puis si l'équipe de hockey perd la partie, ça se peut qu'il y en ait aussi. Pourquoi? Ben, le fait que l'équipe soit dans les séries éliminatoires, ça génère des tensions psychiques, puis il y a des individus fragiles par rapport à ça. Puis il y en a aussi qui peuvent être opportunistes, puis voir ça comme étant l'occasion de se défouler et de faire de la casse. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent se manifester dans toutes sortes de directions. Moi, en tant qu'individu, j'utilise de très peu de volonté, ben très peu, mais j'en ai un certain niveau là, quand même, la volonté que j'ai pour agir dans ma vie en fonction de ce qui fait sens pour moi, de parler en ce sens-là aussi, et visualiser aussi des choses qui ont une incidence. Et puis, c'est sûr que la parole a un impact, une réverbération occulte. Donc, la parole émet une onde. Elle émet des énergies qui vont travailler l'univers pour l'ajuster à certains niveaux. On peut dire que l'artisan de la parole va sculpter le réel, comme le sculpteur va sculpter la glaise. Donc, mais pour être un artisan de la parole aguerri, il faut que la personne ait accès à un auto-vibratoire pour que la parole soit porteuse d'une plus grande charge énergétique. Et pour être porteuse d'une plus grande charge énergétique, il faut que l'individu ait intégré le processus de la fusion qui est en relation avec son harmonisation au cosmos. Harmonisation avec son esprit qui est de nature cosmique, mais éventuellement aux lois de la vie et aux lois de l'univers.
Et ça, c'est avec les descentes d'énergie que la personne peut vivre dans sa vie. Quand la personne est naissante, comme ma petite fille est naissante, un taux vibratoire, probablement que dans 3 ans, elle va avoir un taux vibratoire qui va avoir changé, dans 10 ans, 20 ans, et ainsi de suite. C'est la même chose pour les gens en fonction des échanges énergétiques qu'ils ont avec leur environnement. Donc, juste une information a beaucoup d'incidence. Dans le sens que, par exemple, si je prends le cas de ma grand-mère auquel je faisais allusion tantôt, le fait que j'y ai dit qu'elle a été informée que ma compagne était enceinte il y a quelques mois, l'impact que ça a eu, c'est elle est enceinte, avoir éventuellement un enfant, donc ça crée, dans son cas, le désir de voir éventuellement l'enfant. Et à ce moment-là, le désir de voir l'enfant, un peu comme le désir, par exemple, de l'adulte de connaître quelque chose, ben c'est sûr que ça la lie à la terre. Donc, on est lié à la vie terrestre, entre autres, à travers le désir. Et le bouddhisme, dans sa vision du monde, vise la libération du désir, de l'attachement à la matière. Donc, dans un certain sens, être capable de se détacher de la matière à un certain niveau, ça peut être bien, mais en même temps, le désir de connaître des individus peut être vital pour permettre à une personne de perdurer dans la matière. Donc, est-ce qu'en tant que tel, le désir, c'est bien ou c'est mal? La réponse, c'est « ça dépend ». Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par désir, ça dépend c'est quoi l'objet du désir. Est-ce que l'objet du désir, c'est, par exemple, avoir une auto de luxe ou tout simplement de connaître la naissance de sa petite fille? Très différent. Et là, il y a des considérations morales qui peuvent entrer en considération là, naturellement. Mais ce que j'observais aussi au fil du temps, c'est que j'ai eu la chance, le privilège dans ma vie de discuter avec des gens de différentes traditions. J'ai déjà discuté avec une personne qui était dans la religion, mon cousin qui est dans la religion bouddhiste que j'ai rencontré de nouveau l'automne passé. Qui est moine bouddhiste. Ensuite, j'ai ma grand-mère qui a baigné dans la religion catholique. J'ai discuté avec quelqu'un qui était musulman. J'ai déjà discuté avec des gens qui ne sont pas dans la religion, qui sont athées. C'est sûr qu'il y a des gens, André Moreau qui est dans le jovialisme, que quelque part en écoutant ses enregistrements, je fréquente sa psyché qui est très différent. Mais il y a des gens de différents horizons. Et en dépit de leurs différents horizons, l'essentiel pour moi par rapport aux différents gens que je rencontre ou que je continue de rencontrer, de fréquenter psychiquement à personne ou à travers des enregistrements, c'est sûr que si j'écoute un enregistrement de Nassim Haramein, je ne sais pas dans l'espoir de le rencontrer en personne parce que lui, il parle de physique quantique puis il est très populaire sur le web, donc j'oserais même pas lui proposer de faire une entrevue parce que probablement qu'il doit être très sollicité, mais de toute façon, je n'ai pas nécessairement la vibration de proposer de faire une entrevue. Mais de fréquenter ces personnes-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité des gens dans ce qu'ils font. Puis c'est pas tout du monde en passant qui m'intéresse, qui sont tous nécessairement tout ajustés. Nassim Haramein, il y a des choses intéressantes qu'il dit, d'autres je le trouve moins. Par contre, globalement, est-ce que les considérations qu'il amène à l'égard de la physique, je les trouve intéressantes? La réponse, c'est oui. Ce qui fait que j'écoute plusieurs de ces vidéos là, présentement. Mais c'est quoi que je voulais dire avec tout ça? Ouais, c'est ça. L'essentiel, c'est de regarder au-delà des aspects théoriques. Comme par exemple, le jovialisme va valoriser le désir. Le bouddhisme, au contraire, va dire que le désir, pardon, c'est à l'origine de la souffrance. Mais au-delà de tout ça, si la personne qui est dans le jovialisme est très heureuse, puis l'autre, le bouddhiste, est très heureuse, finalement, en dépit d'idéologies qui sont très différentes, le bonheur, l'état de bonheur est atteint. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que la personne qui veut être heureuse, peu importe le moyen, si ça lui permet d'être heureux en autant que ça ne mette pas la vie des autres en danger, là, naturellement, il faut faire preuve d'un discernement, là, dans le sens, il ne faut pas que son bonheur, ça soit du sadisme, donc faire souffrir les autres. Là. Mais à part que si ça nuit à autrui,
Donc, où sa liberté s'arrête ou celle de l'autre commence, comme on dit, là, pour des raisons éthiques évidentes. Mais à part ça, pour moi, l'essentiel, c'est que les gens soient heureux puis de s'occuper d'abord de son bonheur. Moi, ce qui me procure du bonheur présentement, c'est de faire du ski de fond en nature. Donc, au fil des derniers jours, quand j'ai des moments de répit par rapport à... C'est sûr, j'aide ma compagne là, par rapport à ma fille, mais tu sais, on s'entend, je peux pas allaiter l'enfant, là. Peut-être qu'un jour, il y aura des hommes modifiés génétiquement là, qui pourront le faire ou se faire installer des seins d'une manière électronique qui vont générer du lait là, pour alimenter le bébé. Là, on dirige probablement vers ça, mais c'est ça, je vais faire du ski de fond en nature. Ici au Québec, il y a des très beaux endroits sur la neige, dans le calme. Ça m'apporte beaucoup. Ça me remplit beaucoup de vitalité, de créativité. Et c'est souvent propice à l'intériorisation. Comme là, je fais un enregistrement audio, ça fait un peu plus d'une heure que je parle. Et j'étais en mode incubation créative avant de faire l'enregistrement, dans le sens que je me promenais là, en forêt. Là, j'ai fait à peu près 2h30 de ski de fond à vitesse lente. Là. Je vous le dis, là, j'avance à peu près à pas de tortue, mais ça me convient. Ça me permet d'être dans l'esprit méditatif. Et là, la pensée émerge en moi. Il y a des idées sur plusieurs sujets. Et en faisant l'enregistrement, ben, ça me permet de me vider de toutes ces idées-là, ces considérations qui ont émergé en moi. Et comme la nature a horreur du vide, ben, là, il va y avoir d'autres idées qui vont émerger, ainsi de suite. Je donne pas tout le temps de suite parce que sinon, ben, je ferais des enregistrements tous les jours. Et des fois aussi, j'ai comme des conversations intrapsychiques avec mon esprit lorsque je fais du ski de fond. Je suis une personne très intériorisée et c'est sûr que j'invite les gens à être capables de, oui, vivre d'une manière extériorisée dans une société très physique, très liée à la technique, le concret, mais ça prend aussi, pour qu'il y ait un équilibre qui s'installe au sein de l'individu, une capacité d'introspection qui est en proportion à la capacité de composer avec la dimension physique du quotidien, à mon avis. Et c'est sûr que la voie dans laquelle j'abonde, comme le disait André Moreau, c'est la voie de l'individu complet à lui-même, pour que l'individu soit un complément d'une autre personne. Dans le sens que si la personne est de sexe masculin et qu'il n'est pas un entier, il a besoin d'un complément féminin à travers le couple pour le compléter. Donc, lui, il est le yang, puis l'autre, c'est le yin. Tandis que l'individu qui a cultivé en lui à la fois l'anima et l'animus, pour prendre des catégories de Carl Gustav Jung, qui a fait du développement par rapport à l'approche de la psychanalyse, un peu comme Freud, qui ont été le précurseur de lui. Bon, ben, l'anima et l'animus, c'est la dimension... Anima, c'est masculin. Anima, c'est dimension féminine, pardon, et animus masculin. C'est un peu comme le yin et le yang. Donc, dans la médecine chinoise qui est utilisée. Et à mon avis, chaque individu doit être complet par lui-même. Dans le sens que moi, en tant qu'individu avec un sexe biologique masculin, je dois intégrer pleinement la féminité en moi, la capacité de réception, la capacité d'être à l'écoute de l'intuition, de la sensibilité, de faire preuve d'imagination créative. Pas juste être un principe d'action dans la matière. Pour être équilibré. Et, bien entendu, les femmes aussi, intégrer la dimension masculine en elles dans l'optique d'être complètes. Parce que les êtres polarisés, les gens qui sont très masculins, qui n'intègrent pas la dimension féminine, ben ça fait des machos. Donc, ça fait des individus, il y en a qui vont s'entraîner physiquement, les gros muscles, puis la moto, puis la course en automobile, ou tu sais, différents sports extrêmes. Pour la personne exprime sa virilité ainsi, mais si la personne n'est pas capable d'intégrer la féminité en lui, la personne, à ce moment-là, elle n'est pas complète. Il lui manque quelque chose. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, je vais dans le sens d'André Moreau, qui va dans le sens de Carl Gustav Jung avec le concept d'intégration de l'anima et de l'animus auquel il fait référence dans ses conférences, que ça doit être intégré au sein de l'individu
pour que l'individu devienne éventuellement un être humain intégral. Et moi, mon optique, à travers mes enregistrements, c'est d'œuvrer à différents niveaux. Œuvrer, en fait, à tous les niveaux, dans le sens autant physique que psychologique, que même au niveau vibratoire. Pourquoi? Pour être un être entier. Un être qui se suffit à lui-même, non pas dans un sens égoïste ou de mépris d'autrui, mais plutôt dans un sens de se suffire à soi-même, dans le sens de ne pas dépendre des réponses des autres ou à la remorque d'autrui, que ce soit des médiums qui utilisent le pendule, la radiesthésie, le jeu de cartes de tarot, pour être capable d'appréhender le réel dans sa dimension intuitive, dans le sens que si ma capacité, en étant intériorisée et réceptif, elle est présente, de faire preuve d'intuition, à ce moment-là, je n'ai pas nécessairement besoin autant d'intermédiaires externes pour avoir accès à des informations, bien que de bénéficier d'informations qui viennent des autres. Dans certains cas, oui, ça peut être intéressant parce que des aspects de la réalité qui vont être nos angles morts, un peu comme en voiture, c'est-à-dire qu'il est facile de voir en avant de nous et en arrière, mais des fois c'est plus difficile sur le côté, d'où le fait que, à quelque part, comme le disait Bernard de Montréal, on n'est pas intelligent tout seul, donc on peut prendre en considération des autres. Mais en même temps, d'être détaché à un certain niveau, dans le sens que les autres ont à vivre leurs choses, puis nous autres aussi. Et par rapport à ça, bon, je vais arrêter de parler, là, ça fait plus qu'une heure, ça fait presque 1h15. Et écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023. Et je vous souhaite tout ce que vous voulez, le bonheur, la santé, la prospérité financière, elle veut dire que ça soit ce que vous désirez. Donc, je bénis toutes les personnes qui ont envie de l'être à travers cet enregistrement. Donc, toutes les personnes qui se rendent disponibles à écouter mes propos et qui les apprécient. Eh bien, c'est sûr que je vous salue sincèrement. Et c'est dans un esprit de fraternité psychique que je m'adresse entre autres aux gens qui, un peu partout dans le monde, qui sont sur la même longueur d'onde que moi et qui ont envie que quelque part, à un moment donné, il y ait un éveil qui se produit en eux d'abord, mais aussi au niveau international. Parce qu'à mon avis, c'est pas normal, comme disait André Moreau, le philosophe jovialiste ici au Québec, que tout le monde vieillisse, que tout le monde meure et que tout le monde soit malade. À un moment donné, il faut que ça change. C'est pas la vision que j'ai de l'avenir, naturellement, c'est qu'à un moment donné, à quelque part, la vie sur Terre devrait être agréable, elle devrait être facile, elle devrait être simple, et quelque part, les ressources, un peu comme l'énergie solaire, eh bien, j'écoutais dans un documentaire qui expliquait qu'en une seule heure d'ensoleillement, eh bien, ça permet de générer suffisamment d'énergie pour alimenter toute la Terre en termes de dépenses d'énergie pendant 1 an. Donc, l'énergie est là. À un moment donné, il va falloir être capable de la capter. Présentement, par rapport à l'énergie solaire et les panneaux, ils ont un certain niveau de développement, mais à un moment donné, je vais bénir pour que ça se raffine parce que, en réalité, l'énergie est abondante dans le cosmos. Elle n'est pas infinie, parce que la durée de vie du Soleil est finie, la durée de l'univers aussi est finie avec une obsolescence programmée, surtout au niveau physique. Mais au niveau métaphysique, j'ai la ferme conviction que oui, l'énergie est infinie. Mais au niveau physique du manifeste, il y a des limites, puis il y a des enchevêtrements de systèmes, mais quand même, l'énergie est abondante. Le Soleil a une durée de vie d'à peu près 5 milliards d'années. Il suffit d'être capable d'intercepter l'énergie, puis le mode de vie sur la Terre serait extrêmement agréable. Donc, l'énergie étant abondante, les gens seraient moins obligés de travailler pour de l'énergie. Et à ce moment-là, si l'énergie est abondante, les gens n'ont pas besoin d'avoir un compteur de consommation d'énergie, d'électricité individuelle ou d'eau, ou toutes sortes d'énergies qui peuvent être contrôlées. Donc, si on utilise l'énergie qui est abondante et que le mental limitatif contrôleur cède le pas à une mentalité nouvelle en lien avec l'universalité de la conscience que l'individu porte en son sein, ben, à ce moment-là, il y aura un grand changement qui va s'opérer à la surface du globe. Donc,
Si les gens cherchent à si les gens arrêtent de vouloir se contrôler les uns et les autres et que les gens laissent les autres être, bien sûr dans le respect d'autrui, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de société à la Big Brother, là, comme les technocrates cherchent à déployer, où les gens en Chine ont réussi à actualiser là, avec un système de caméra partout, reconnaissance faciale, reconnaissance des mouvements des individus, ensuite l'utilisation du crédit social, crédit numérique, tous ces éléments-là sont en relation avec une mentalité limitative associée à des gens qui vivent de l'insécurité psychologique. Quelqu'un qui est vaste, il ne cherchera pas à contrôler les gens et les surveiller dans tous leurs déplacements. Donc ça, c'est la petitesse humaine qu'on voit à travers ça. Et la vision de l'être humain universel qui aura intégré l'universalité de sa conscience, c'est un être humain qui est en santé, un être humain qui va vivre sur la Terre le temps qu'il a à actualiser ce qu'il veut y actualiser. Quelqu'un pourrait venir ici vivre pendant 100 ans, pendant 1000 ans, pendant 20 000 ans. C'est en fonction de chacun, en fonction de ce qu'il a à exprimer à partir de son intelligence, de sa créativité, et ce qui fait en sorte que quelqu'un se retrouve sur une planète et accomplir quelque chose, eh bien, c'est naturellement en fonction de son agenda, et son agenda est en fonction, entre autres, d'un développement individuel, une actualisation personnelle que la personne a en tant qu'individu à vivre. Les gens ne vivent pas, en fait, sur une planète pour rien. Les gens sont programmés pour vivre ici, pour plusieurs raisons, et un enchevêtrement de programmation qui donne naissance à la vie comme on la connaît. Mais éventuellement, lorsque l'humanité sera sortie de sa dimension primitive, moi, la façon que je vois la vie future de l'humanité, à mesure que les gens vont se conscientiser, ben, c'est qu'il va y avoir la croissance de la longévité des individus, la capacité de vivre avec une plus grande santé, avoir accès à plus d'intelligence, la capacité de voyager un peu partout dans le cosmos, connaître l'éveil des facultés psychiques, télékinésie, télépathie et autres qui vont se déployer. L'être humain va devenir de plus en plus vaste avec le temps. Mais ça, c'est par rapport au collectif, ça a une longue période de temps, mais l'individu, sur le plan individuel, peut s'occuper de s'auto-actualiser ici et maintenant. Pas attendre après le collectif. Bon, là, c'est vrai. J'ai assez parlé. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt. Au revoir.